On laisse entrer encore quelques personnes dans la salle. Le chat sera disponible, bien sûr, pour réagir au fur et à mesure du webinaire en parallèle et pour poser toutes vos questions. Donc, on compte sur vous aussi pour interagir avec nous sur ce sujet-là qui sera passionnant, c'est sûr, et que vous fera réagir, j'en suis certain. Il y a plein de questions autour des NFT. Alors, moi, en préparant ce webinaire, mais je vous laisse arriver, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à prendre place, donc installez-vous. Et on va démarrer parce qu'en préparant ce webinaire et en lançant cette nouvelle saison de conférences qu'on organise avec Monstre, moi j'aime bien parce qu'en fait, à chaque fois, on est sur des sujets qui sont passionnants dans l'air du temps, mais qui sont aussi traités avec sérieux et fun en même temps. C'est ce qu'on essaie de faire à Stratégie aussi. Donc, ça, pour moi, je trouve qu'on est raccord par rapport à ça. Et puis, nous, on se définit comme le média des nouveaux modèles. Donc, c'est notre rôle aussi d'accompagner les agences qui décryptent les mouvements forts dans notre secteur. Donc là, cette semaine, par exemple, à Stratégie, on traite le sujet des nouveaux formats d'émissions politiques. Là aussi, on est dans le décryptage. Alors, dans un univers plus classique de la télé, on n'est pas dans les NFT, mais c'est notre rôle d'accompagner ces nouveaux mouvements, ces nouveaux formats. Et vous allez voir que sur les NFT, il y a beaucoup à apprendre. Parce que moi, c'est ce qui m'a surpris, ce qui m'a intéressé, qui m'a même passionné en préparant ce webinaire avec Louis et Guillaume, c'est que derrière cet acronyme NFT, Non-Fungible Token, finalement, il y a beaucoup de clichés qui sont attachés au NFT. Et moi-même, j'en avais beaucoup de clichés, peut-être parce que ce qui revient comme info et qui ressort comme info autour des NFT, c'est souvent le sentiment que j'avais, c'était que c'était le nouveau joujou des ultra riches qui ne savaient pas trop comment dépenser leur argent. Et en préparant ce webinaire, en creusant le sujet, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, en fait, qu'il y a des nouvelles pratiques très intéressantes en termes de com, et qu'on peut donner du sens même à l'utilisation des NFT et même les mettre au service de bonnes causes avec la puissance d'une communauté. Vous allez voir, toute cette mécanique, elle est vraiment intéressante. Alors, ce webinaire, il va être co-animé par Guillaume Carrère, qui est directeur de planning stratégique de Monstre. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour, bonjour. Louis Bonichon, qui est cofondateur de l'agence Monstre. Bonjour Louis. Et puis, il y aura aussi Jacques-André Fins-Schumberger, qui est lui directeur des opérations de Blockchain for Good et chercheur. Bonjour Jacques-André. Bonjour Gilles. Je vais laisser la parole et la main du coup à Guillaume et à Louis, et n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure dans le chat, ils prendront vos questions en fin de conférence, donc n'hésitez pas, on compte sur vous pour interagir, d'autant qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Bonne conférence à tous et je suis sûr que ce sera passionnant. Ok, bonjour à tous, merci d'avoir pris le temps de vous connecter pour cette conférence. Juste quelques mots sur Monstre. Monstre, nous, on n'est pas du tout une agence tech. On est une agence de... Ah, on ne voit plus la présentation. On est une agence de storytelling et de stratégie. On travaille pour une quinzaine de marques, Netflix, Orange, Microsoft, Adidas, Heineken. Et nous, notre travail, c'est d'aider les marques à mettre en valeur leur histoire et à trouver le meilleur canal pour se connecter à leurs audiences. Et il se trouve que parfois, on utilise les innovations digitales pour le faire. On avait vraiment hâte de faire cette conférence parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'aujourd'hui, quand on met côte à côte RSE et NFT, on se rend compte qu'il y a vraiment une dissonance qui se crée. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus antagoniste comme notion, avec d'un côté les NFT qui sont vraiment connotés par une hype un petit peu aujourd'hui par une hype très forte, donc qui agace en même temps qu'elle fascine, et puis en même temps le RSE qui est quand même un sujet assez sérieux, pas toujours évident à traiter. On devait faire à la base cette conférence avec Cécile Lechard, qui est la directrice du développement durable chez Guerlain, qui n'a pas pu faire la conférence avec nous parce qu'elle a un agenda hyper chargé, donc excuse. Mais on va quand même traiter dans la dernière partie de cette conférence le cas qu'on a réalisé à ses côtés pour Guerlain.
Donc, comme je le disais, en fait, quand on a lancé ce sujet de conférence et qu'on a commencé à communiquer dessus, on s'est heurté. On a vu pas mal de réactions assez épidermiques par rapport à notre sujet, des réactions assez légitimes parce que je pense qu'il y a un traitement aujourd'hui qui est fait par rapport à NFT qui est assez écran de fumée, c'est-à-dire, Gilles en a parlé un peu tout à l'heure, je pense que les NFT, c'est une technologie qui peut refléter le meilleur et le pire de l'innovation digitale. Et c'est vrai que souvent, quand même, les médias ont plutôt tendance à évoquer le pire. Voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est ni de dire que les NFT, c'est génial ou que les NFT sont horribles. On est vraiment là on veut pas juger la hype, on veut parler de la techno en elle-même. Et avec toutes les réserves qu'on a pu voir s'afficher dans les commentaires de cette conférence, c'est-à-dire la critique pour le côté énergivore de cette technologie. Il y a aussi cette notion que j'ai bien aimée peut-être la personne qui a écrit est parmi vous, qui disait c'est quand même bizarre de parler d'une pratique qui est souvent connotée comme irresponsable et de la mettre à côté de la responsabilité des entreprises. Donc ça, c'est intéressant aussi. Bref, je ne vais pas toutes les passer, mais nous, aujourd'hui, on pense que toutes ces réactions qui montrent en haut, c'est un sujet quand même assez sensible, c'est un sujet, et que la question du lien possible entre RSE et NFT est pas très audible, en fait. Dernier truc qui s'est passé avant l'écriture de notre conférence, c'est la semaine dernière, le WWF qui carrément annule son projet NFT à cause de tout un bad buzz. En gros, WWF voulait lancer un projet NFT pour sauver des espèces en voie de disparition, mais ils ont ils ont fait une erreur dans la conception de leur projet, ce qui fait qu'ils ont dû complètement arrêter et rebooter ce projet. Donc voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'on a préparé la conférence qu'on va vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, du coup, si je synthétise, et ça nous donne encore plus envie finalement de parler de ça, c'est la question à laquelle on voudrait répondre, c'est est-ce que les NFT sont finalement l'ennemi du RSE? Est-ce que les NFT est-ce que c'est le mal ou est-ce qu'au contraire, elles peuvent avoir un impact dans la poursuite d'objectifs durables? Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de considérer les NFT non pas comme une hype, mais comme une technologie, donc voilà, capable du meilleur comme du pire. Et la partie RSE, on va vraiment la traiter en tant qu'objectif qu'une entreprise poursuit pour atteindre des objectifs durables. Là-dessus, je vais donner la parole à Jacques-André. Merci, merci Louis pour cette transition. Alors, je vais d'abord rapidement vous présenter l'association Blockchain for Good. Donc, on est une association de fait depuis 2018, immatriculée en janvier de l'année dernière, 2021, avec un comité scientifique qui réunit des chercheurs, des cryptographes, des experts en sciences dures et en sciences humaines, guidés par cette question: en quoi des initiatives blockchain participent-elles à la réalisation des objectifs de développement durable? Comment, selon quelle gouvernance, etc. Donc, on travaille aujourd'hui autour de deux moyens d'action. Le premier, c'est une cartographie mondiale des projets et initiatives Blockchain for Good dans le monde. Donc, on travaille avec une autre association qui s'appelle positiveblockchain.io et nos forces en commun représentent à peu près une cinquantaine de contributeurs à l'échelle mondiale qui nous ont permis de répertorier 1300 projets à peu près depuis 2018, dont 550 sont actifs aujourd'hui. Alors, dans des domaines assez variés, comme la finance et l'assurance, la santé, l'identité, la propriété, la logistique, l'énergie. J'en passe et des meilleurs. Il y a à peu près 14 champs d'activité qu'on couvre, dont bien évidemment les contenus numériques et les NFT. Et 2 fois par an, on publie en open data cette cartographie pour qu'elle puisse se faire approprier par quiconque le souhaite. Le deuxième moyen que met en œuvre l'association, c'est la rédaction d'un rapport qui permet d'analyser cette cartographie. On se demande ce qui marche pas. On essaie de trier un peu le grain de livret pour être en mesure d'identifier des projets exemplaires
et savoir qui usurpe, qui innove et qui invente. Donc, le premier rapport est paru en 2020. Il est librement téléchargeable sur le site de l'association Blockchain for Good. Le deuxième est en cours de rédaction en ce moment et sera prochainement publié. L'objectif, c'est vraiment faire un pont entre les acteurs du développement durable et l'écosystème des blockchains qui ne se parlent pas encore assez aujourd'hui. Donc, sans transition, je vais poser la question, en tout cas maintenant, avant peut-être de l'aborder pendant les questions-réponses, de cette question terriblement clivante de la consommation énergétique de certaines blockchains. Alors, vous le savez, une blockchain, c'est un réseau pair à pair pour effectuer les transactions où il n'y a pas d'intermédiaire au centre pour les valider. C'est le protocole informatique qui s'en charge. Donc, pour ce faire, pour valider ces transactions sans tiers de confiance, les blockchains s'appuient sur un mécanisme de consensus dont l'objet va être justement de valider et sécuriser ces transactions en pair à pair. Donc pour beaucoup simplifier, on pourrait dire qu'il y a deux mécanismes de consensus. Le premier dit de la preuve de travail, proof of work, qui est basé sur la dépense énergétique, comme la blockchain Bitcoin ou la blockchain Ethereum encore aujourd'hui. Et un deuxième mécanisme de consensus qui est basé sur, qui s'appelle la preuve de détention, proof of stake, qui est une sorte de séquestre qui n'est donc pas fondé sur la dépense énergétique. Je pense, pour vous donner deux exemples, à la blockchain publique Cardano ou encore la blockchain Tezos. Donc pour le mécanisme de consensus énergivore, proof of work, en fait, c'est ce qui sécurise le réseau. Autrement dit, c'est parce qu'il y a une dépense énergétique que le réseau est sécurisé. Alors après, c'est bien, c'est pas bien. La question, c'est plutôt de savoir si la dépense énergétique pour sécuriser le réseau vaut le service rendu. Et je pense qu'on pourra en parler pendant les questions-réponses. Et ensuite, le deuxième mécanisme, donc la preuve de détention, qui est fait sur une sorte de séquestre. C'est-à-dire que celui qui valide les transactions les perd si jamais il tente d'inscrire de fausses transactions dans la blockchain. Donc, ce deuxième type de mécanisme de consensus, c'est des blockchains qui ont le même impact carbone que l'informatique traditionnelle. Donc, finalement, quand on crée un NFT, on a le choix aujourd'hui entre le faire sur une blockchain publique dont le mécanisme de consensus est énergivore ou pas. Et en tout cas, c'est un vrai choix technologique. Voilà. Je vais laisser la parole à Guillaume et Louis pour continuer. Ouais, merci Jacques-André. Donc, on le disait en préambule et Gilles l'évoquait juste avant, lorsqu'on a tendance à parler de NFT, et c'est sûrement le cas pour les spectateurs qui nous regardent, on a tendance très fortement, notamment dans les médias, à évoquer surtout 3 points qui les concernent, mais qui sont un petit peu réducteurs. Donc, beaucoup de spéculation, c'est un sujet sur lequel il y a énormément d'enjeux financiers et notamment de spéculation. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des objets virtuels vendus pour des millions de dollars qui font les gros titres. Donc, c'est vraiment le premier niveau un peu de réduction qui concerne ce sujet de NFT. Le deuxième, c'est des sujets d'arnaque, mais qui concernent aussi bien les NFT que d'autres enjeux financiers avec des questions de sécurité qui sont rattachées. Et puis, on l'évoquait aussi, un point assez important sur les dangers écologiques. Pour nous, quand on a préparé cette conférence, c'était clé, et quand on s'intéresse à ce sujet, c'était clé de prendre en considération ces points, mais surtout de savoir et de comprendre comment ils ne décrivaient pas simplement cette technologie et d'y voir aussi tout le potentiel et les opportunités qui se cachaient derrière. Et vous allez voir, c'est ce qui va nous intéresser juste après. Petit rapide rappel, je dirais, sur les NFT. C'est un sujet qui peut paraître très complexe, ne serait-ce que dans la manière de l'envisager. Si on se donne une définition un peu claire, ou en tout cas qu'on essaye de comprendre concrètement ce que ça change par rapport à énormément de secteurs, un NFT, ça veut dire non-fungible token. Donc, c'est un token non fongible qui va permettre de prouver que le bien
numériques ou pas. Donc, on va quand même se concentrer sur le numérique parce que c'est peut-être un peu plus simple de le comprendre. Donc, c'est ce token qui prouve que le bien numérique, une photo, une vidéo, une musique ou tout objet numérique que vous pouvez posséder est bien le véritable à travers une technologie d'authentification. En gros, si je résume, c'est une sorte de certificat à la fois de propriété et d'authenticité qui va prouver que le bien que vous avez est bien le véritable. Donc, j'ai ce token qui est associé à un objet et qui prouve que c'est bien moi le propriétaire et surtout qu'il est unique en son genre. Donc, la valeur numérique existait par ailleurs auparavant, mais la rareté numérique était difficile à prouver. Et c'est vrai que cette technologie a permis de créer cette espèce de certificat d'authenticité qui nous aide pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on parle de NFT, on parle beaucoup du secteur artistique, on parle beaucoup de JPEG, on parle beaucoup d'images, mais on se rend compte aussi, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur de nombreux secteurs, et peut-être votre secteur est aussi concerné par les révolutions de la blockchain, mais aussi des NFT, qui bousculent beaucoup d'utilisation et de secteurs. Donc, bien sûr, il y a le secteur artistique dont on parle beaucoup. Il y a aussi toutes les collections de ce qu'on appelle collectibles, le fait de faire la collection d'objets numériques ou pas. On a vu l'essor des CryptoPunks, des Bored Ape qui font régulièrement, et de ces projets un peu d'avatar collectif qui font les gros titres par leur record de vente habituel. On voit aussi plein de champs d'application sur des jeux de cartes, parce que si on applique la technologie NFT aux cartes Panini, par exemple, ben c'est le meilleur exemple de prouver qu'une carte est ultra rare. Aujourd'hui, si vous achetez une carte Panini éditée à 100 exemplaires, le seul moyen d'être sûr qu'elle est vraiment éditée à 100 exemplaires, c'est de faire confiance à la société Panini avec les cartes NFT. On peut inscrire totalement dans la blockchain qu'il n'y en a que 100 et du coup, c'est prouvé par rapport à ça. Il y a énormément de champs d'application. Alors, je vais passer vite sur la logistique qui sont très, très importants parce que cette traçabilité, cette authentification, elle permet tout simplement, dans des secteurs comme l'automobile, d'avoir sur des pièces et sur des enjeux logistiques, de simplifier énormément les choses. On a beaucoup parlé des métavers ces derniers mois et effectivement, tous les objets, les vêtements et ce qui constitue ces univers virtuels, ben, on va pouvoir aussi se les échanger et en avoir la propriété grâce aux NFT. Il y a aussi plein d'applications utilitaires avec plein d'initiatives qui sont portées et qui s'appuient sur la technologie NFT. Il y a aussi toute une partie événementielle qui s'appuie aussi sur une technologie NFT et qui permet, par exemple, de créer un événement demain et de dire vous pouvez accéder à cet événement que si vous êtes le détenteur d'un NFT. Et donc, ça permet aussi d'avoir toute une application à la fois dans le virtuel, mais aussi, pourquoi pas, dans le réel. Si on organisait aujourd'hui une conférence physique, stratégie et monstre, et qu'on demandait le ticket, en tout cas ce NFT pour pouvoir y accéder, ben, ce serait quelque chose qui simplifierait beaucoup les choses. Et puis, il y a énormément de choses sur le secteur du luxe, que ce soit pour lutter contre la contrefaçon avec de l'authentification sur des objets rares et exclusifs. On peut, grâce à un token associé à un objet physique, prouver qu'il est véritablement rare ou même qu'il est véritablement unique. Donc, on voit, c'était important aussi pour nous de montrer que ça s'applique à plein de champs et plein de secteurs et que les choses bougent et ça impacte notamment pas mal de choses. Sur la valeur des NFT, si on prend l'exemple des JPEG ou en tout cas des objets numériques tels qu'ils sont popularisés aujourd'hui, il y a un peu deux choses qui sont intéressantes pour nous et vous allez le voir qui vont s'appliquer notamment à des problématiques d'engagement collectif, voire sociétaux, qui est qu'on a à la fois la face visible, mais on a derrière tout ça, toute l'énergie d'une communauté ou en tout cas d'un groupe de gens qui s'organisent au travers des NFT. Derrière le NFT, pour nous, le point clé à retenir, c'est qu'il y a très souvent une puissance communautaire extrêmement forte.
extrêmement forte. Pardon. Pourquoi? Parce que le NFT, il constitue une sorte de carte de monde. C'est-à-dire qu'en étant possesseur d'un NFT, ben, je fais partie d'un groupe plus ou moins réduit de personnes et qui peuvent faire office, pour certains, on l'a vu avec notamment les records de vente sur des projets d'avatar, d'une sorte de carte de club un peu exclusif, mais il peut tout simplement aussi constituer une authentification que je fais partie d'un groupe d'individus avec des valeurs communes, en tout cas un intérêt artistique commun pour quelque chose, vu qu'on a acheté le même NFT. Et donc, ça va être un point qui est assez intéressant. Le deuxième, c'est que derrière les NFT, il y a beaucoup d'espaces de réunion qui sont propres. Des projets NFT vont créer des Discord propres. Donc, Discord, c'est une application qui existe et qui fonctionne un petit peu comme un forum et qui permet de réunir une communauté de gens sur un projet NFT. Par exemple, on pourrait créer un Discord stratégie NFT et on pourrait tous s'y retrouver avec des salons identifiés sur des thématiques précises sur lesquelles on pourrait échanger. De la même manière, ces espaces de réunion, ils vont créer vraiment de la connivence, de l'organisation, un sentiment d'appartenance pour un certain nombre de sujets NFT. Et puis le dernier, c'est l'engagement collectif. Et vous allez le voir dans les exemples qu'on va vous montrer juste après. Il y a énormément de projets NFT qui, avec ce groupe d'individus, cet espace de réunion, vont aussi permettre des actions collectives qui, je dirais, sont beaucoup plus impressionnantes qu'à travers d'autres modes d'organisation. Donc, c'est vraiment sur ce point qu'on trouve vraiment un intérêt, vous allez le voir. Souvent, c'est résumé un peu comme ça entre le Web 2 et le Web 3. Donc, le Web 3, c'est un Web 3 décentralisé qui s'appuie sur à la fois les NFT, les blockchains et qui permet, comme le disait Jacques-André, de ne plus passer par un tiers, mais vraiment de décentraliser les relations. L'intention était vraiment au cœur du Web 2. Aujourd'hui, on voit que la communauté, cette décentralisation, elle s'incarne à travers la communauté et ça devient vraiment un modèle d'action et d'organisation collective. Donc, on va vous le montrer là dans les. Là, je vois qu'il y a des demandes d'exemples concrets. Donc, on va aborder plusieurs exemples de projets concrets qui sont réalisés ces 6 derniers mois. Aujourd'hui, voilà, en tout cas en termes d'outils, aujourd'hui, les NFT, c'est un outil qui permet de fédérer une puissante énergie communautaire. Donc, pour le meilleur, pour le pire, ça peut être des communautés effectivement axées vers la spéculation, etc. Comme ça peut être des communautés axées vers des objectifs plus nobles. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à partir du moment où on a un groupe qui partage le même intérêt et qui peut bénéficier du fruit de l'effort collectif, il est beaucoup plus engagé. De l'autre côté, on a les RSE qui aujourd'hui sont pour nous des trajectoires que poursuivent les entreprises en choisissant par exemple dans les 17 objectifs du développement durable. On sait que, j'imagine la plupart d'entre vous, vous êtes liés à ces problématiques-là. On sait qu'il y a pour réaliser des projets qui atteignent, en tout cas qui vont dans le sens de ces objectifs, il y a vraiment un enjeu de mobiliser des communautés derrière. C'est quand même pas facile de rendre ces objectifs-là hyper attrayants et de créer une énorme mobilisation avec sa communauté, etc. Et aujourd'hui, on se dit que c'est là qu'il y a peut-être un point de rencontre hyper intéressant. D'un côté, à gauche, avec les NFT, on a un moyen. De l'autre, RSE, on a une trajectoire à suivre. Est-ce que ces objectifs-là peuvent faire l'économie de la puissance de l'outil que sont les NFT? Nous, en gros, notre postulat, c'est un peu de se dire, voilà, comment on pourrait capter l'énergie mobilisatrice qu'on voit autour des NFT au service du durable? Est-ce que finalement, au lieu de servir uniquement des objectifs individuels, est-ce qu'on ne peut pas orienter cette énergie vers des actions concrètes? Et c'est un peu les trois exemples que Guillaume va vous montrer tout à l'heure. Ouais. Donc,
appliqué au champ des RSE, au champ d'action, on va voir avec des exemples très concrets que ça permet à la fois de transformer, d'accélérer les levées de fonds pour certains sujets, notamment, de rendre visibles aussi certaines causes avec une popularisation de certains projets, certains sujets, et puis concrètement intégrer la communauté dans l'action avec un engagement actif des membres qui constituent des communautés NFT. Donc si on rentre dans le détail, par exemple, il y a un sujet qui a été un projet NFT qui est sorti en juillet de l'année dernière, il me semble, qui s'appelle BlazeCat et qui consistait à créer 10 000 avatars complètement uniques et donc qu'on pouvait tout simplement acheter dès le début et qui ont permis de récolter et notamment de reverser l'entièreté des bénéfices à une association qui s'appelait Mental Health America sur la santé mentale aux États-Unis et qui a fait le choix d'utiliser la force des NFT, donc ces 10 000 avatars et donc ces 10 000 membres qui constituaient cette communauté pour reverser l'ensemble de ces bénéfices à la fois sur ce qu'on appelle le mint, donc le premier acquéreur du NFT, mais tout au long de sa vie, ce NFT peut être cédé et donc l'ensemble des royalties qui sont récoltées sur le projet sont reversées à cette association. Ça, c'est un premier exemple. Il y a un exemple plus récent qui est sorti il y a quelques jours, cette semaine, entre un artiste NFT qui s'appelle PAC et qui visait à soutenir Julian Assange, qui est détenu aux États-Unis et qui proposé de créer un NFT qui mettait la lumière sur la censure et donc de créer un mot, une phrase qu'on pouvait créer sous la forme de NFT. Et derrière, on pouvait donner ce qu'on voulait pour l'association qui vise à défendre les intérêts de Julian Assange. Donc, on pouvait à la fois s'engager pour mettre en avant une action ou quelque chose qui nous tenait à cœur et derrière le transformer en NFT pour qu'il puisse après vivre sa vie, à savoir être échangé et récolter de l'argent, notamment pour la libération de Julian Assange. C'est assez fou. En une semaine, je crois que c'est une semaine ou quelques jours, ils ont récolté presque 54 millions d'euros. Donc, ils se sont vraiment appuyés sur à la fois cette force communautaire, cette capacité aussi à lever de l'argent rapidement à travers notamment tout le marché secondaire qu'il peut y avoir derrière ces projets-là et donc le faire pour une cause qui était celle de la libération de Julian Assange. Il y a d'autres sujets qui concernent davantage la visibilité aussi sur le secteur NFT. Il y a notamment une plateforme qui s'appelle Doing Good, qui est vraiment, véritablement une marketplace qui est dédiée à des projets et à des sujets NFT en faveur de causes sociales, donc qui vont reverser une partie de leur royalty, qui vont mettre la lumière sur un sujet également écologique ou social. Et donc, on peut, en allant sur leur plateforme, découvrir tous ces projets qui ont en tout cas un intérêt sociétal puissant. Et ils encouragent des projets de représentation aussi. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, ils font pas mal d'expositions où ils encouragent la représentation d'un futur positif pour encourager les artistes à représenter un futur durable, etc. Donc, c'est à la fois de la levée de fonds, mais c'est aussi quelque part contribuer à un imaginaire. Exactement. Il y a aussi énormément d'exemples et de sujets, notamment récemment, à travers Boss Beauties, Women Rise, World of Women, qui sont vraiment des projets NFT avatars, donc toujours des collections de 8, 10 000 avatars uniques qui visent à agir pour la représentation féminine, notamment dans l'univers de la tech et des NFT, qui ont tendance à être quand même assez masculins, et surtout qui reversent une partie pour des causes qui organisent, on se disait aussi, la puissance de la communauté, qui organise des talks, qui organise des ateliers et énormément d'activations qui sont véritablement dédiées à ce sujet et qui engagent l'ensemble des membres qui le constituent.
Boss Beauties, par exemple, ils affichent une collection NFT spécialement créée aux Nations Unies pour la journée du 8 mars. C'est quelque chose qui va arriver très récemment. Sa première collection NFT qui est vraiment mise en avant et exposée au sein des Nations Unies. Et leur engagement est très important, en tout cas à travers le monde, et notamment à travers ces institutions. Et puis, il y a aussi bon nombre de projets NFT qui sont véritablement dans une action concrète. Il y a un exemple qui est assez intéressant, qui est celui des parcs nationaux aux États-Unis, qui à la fois vise à reverser une partie des bénéfices à la préservation des parcs nationaux aux États-Unis, mais qui aussi a un fonctionnement communautaire où les membres qui le constituent, donc vous êtes possesseur d'une parcelle qui représente les parcs nationaux aux États-Unis, et en faisant partie de cette communauté, vous avez accès à un certain nombre d'événements, un certain nombre d'actions aussi de préservation et tout un tas de contenus qui vous permettent de faire partie de cette communauté un peu resserrée et qui partagent des valeurs communes sur la préservation des parcs nationaux. Il y a aussi un exemple qu'on trouve intéressant qui n'a pas été fait sous la forme de NFT, mais qu'on aurait pu très bien faire sous la forme de NFT, qui était cette action pour le Rainbow Warrior de Greenpeace, et qui visait à acheter une partie du Rainbow Warrior, certaines pièces du bateau, pour les aider à financer le projet et à lever de fonds de cette manière. Avec la technologie NFT, ils auraient pu le faire de manière encore plus poussée, encore plus précise, et vraiment constituer cette communauté d'acteurs qui soutiennent Greenpeace et qui vont même jusqu'à détenir une partie des pièces du bateau qui l'aide à agir. Donc voilà sur un peu les 3 leviers d'engagement RSE. Il y en a sûrement davantage. Aujourd'hui, on a voulu se concentrer sur les 3 principaux. Accélérer la levée de fonds. On voit, il y a beaucoup d'exemples qui permettent de le faire vraiment grandement. La deuxième, donner de la visibilité sur un certain nombre de causes. On l'a vu, que ce soit sur les NFT avatars que les gens vont arborer sur les réseaux sociaux pour mettre en avant certaines questions sociétales. Et puis, transformer en actions concrètes, que ce soit en engagement sur les réseaux sociaux, que ce soit en espace de réunion ou en action concrète dans la vraie vie. Il y a beaucoup de projets qui permettent d'accélérer ce point. On va passer les 10 prochaines minutes à parler d'un cas qu'on a réalisé pour Guerlain. Je vois qu'il y a beaucoup de questions et oui, la question WWF, on va y répondre. Il y a des questions hyper intéressantes. Il restera un quart d'heure après pour débattre ensemble. Juste donc, pour revenir très rapidement sur le projet qu'on a réalisé pour Guerlain, nous, en fait, on s'est basé sur ce point de départ. C'est que Guerlain, en gros, ont 2 piliers assez forts. C'est qu'ils ont énormément d'actions RSE pour la protection des abeilles en particulier. Donc, il y a énormément de projets qui sont liés à la protection des abeilles sur l'île de Ouessant. Ils font des écoles d'apicultrices. Il y a à peu près ça fait 15 ans qu'en gros, ils sont présents sur ce terrain à travers des actions assez spectaculaires, assez intéressantes, avec une assez faible communication finalement autour. Et ils sont aussi, c'est un mécène historique de l'art et art contemporain depuis des années, qui a toujours soutenu quelque part l'avant-garde. Donc en gros, ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment on pouvait donner de la visibilité à ce double engagement. Et c'est vrai qu'on a trouvé avec cette opportunité sur les NFT, l'occasion d'en faire peut-être un sujet de communication. Peut-être avant d'aller plus loin, je vais vous diffuser le cas vidéo et puis je détaillerai un petit peu plus en détail le projet. En 1928 est fondée à Paris une véritable icône à la française, la Maison Guerlain, avec dans son sillage 2 valeurs fortes, la protection de la biodiversité et la promotion de l'avant-garde artistique. Partenaire du parcours privé de la FIAC depuis 14 ans, la Maison Guerlain y présente en 2021 l'exposition « Quand la matière devient art », faisant écho à sa nouvelle collection de parfums. Pour la première fois, la maison choisit avec audace d'y intégrer 4 œuvres uniques au format NFT
conçu par 4 artistes de renommée internationale. L'objectif ? Récolter des fonds pour un projet ambitieux dédié à la biodiversité et porté par la première vente aux enchères NFT en Europe sur Druo Digital. Chaque œuvre est authentifiée sur la blockchain Tezos, reconnue pour être le protocole le moins énergivore du marché. 100% des bénéfices sont reversés au profit d'un jardin laboratoire porté par Yann et Tom Artus Bertrand. Plus de 40 000 € ont été récoltés pour la création de ce nouvel écosystème et plus de 300 parutions presse à travers le monde saluent cette opération qui fait de l'art digital un mécène pour un projet d'avenir. Ok, voilà. Je vais répondre aussi. Il y a des nouvelles questions qui sont hyper intéressantes, on va y répondre aussi. Juste pour être clair sur ce projet, l'exposition d'art contemporain, elle préexistait à notre projet. Nous, ce qu'on a fait, c'est profiter quelque part de la lumière de la FIAC et de cette exposition-là pour proposer à Guerlain de promouvoir déjà un avant-garde artistique dont on est assez sensible forcément à l'art digital et ça nous semblait, c'était hyper intéressant en tout cas de mettre en avant ces 4 artistes via une création digitale. Après, il se trouvait que s'arrêter là, si vous voulez, juste s'arrêter en fait de cette exposition, promouvoir un avant-garde digital, voir les tokenisés en NFT seuls, c'était pas hyper intéressant. Donc, on a souhaité, c'était le but dès le départ, lever de l'argent pour financer un projet d'éco-jardin. C'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché de Jacques André, qui nous a orienté vers la blockchain Tezos, qui est la moins énergivore du marché. On pourra en parler aussi dans les questions-réponses si vous voulez. Mais juste en termes de… On aurait pu, je pense, en allant sur OpenSea ou sur une autre blockchain un peu plus, on va dire, hypée, comme Ethereum ou quoi, lever beaucoup plus d'argent parce que c'est un marché beaucoup plus important, des acheteurs beaucoup plus engagés. Mais le message aurait été désastreux et c'est avant tout, nous, ce projet, c'est avant tout un projet de communication. En tout cas, c'était le point aussi sur la question, peut-être on peut répondre à la question sur la WWF, qui était qu'est-ce qui a été mal fait ou qui a été très critiqué sur le sujet sur la WWF. Typiquement, c'est le fait qu'ils sont allés sur une blockchain qui était plus énergivore que certaines. Et c'est ce qui montre aussi que à la fois l'action qui était visée et la réalité dans la mise en pratique était un peu en décalage par rapport à l'objectif de préservation de l'environnement. Sur le sujet Guerlain, ce qui a été intéressant, et on pourra en reparler aussi tout à l'heure sur les coûts énergétiques de certaines blockchains et d'autres, c'est que Tezos est très en deçà d'autres blockchains sur l'énergie qu'elle nécessite pour sa mise en pratique. Et on avait quand même un calcul, quoi. On ne s'est pas aventuré sur ce sujet. En gros, par hasard, on est allé chercher quand même on allait chercher confirmation, notamment voilà, auprès de Blockchain for Good et d'autres acteurs, pour s'assurer que de bout en bout, l'argent, le moyen qu'on utilisait pour lever de l'argent était aussi énergivore qu'un tweet. En tout cas, voilà, nous, à la base, cette opération, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était le niveau 1, c'était de raconter une histoire sur 2 piliers corpaux assez méconnus autour de la maison. Et le sujet, c'était vraiment de se dire, est-ce que quelque part, le beau, il peut être au service du good? Est-ce qu'une collection d'art peut financer quelque part un projet un peu plus tangible, notamment celui-ci? Maintenant, voilà, c'est une première étape. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voilà, imaginer aller être encore plus ambitieux, mais on est vraiment au début aussi de cette technologie. Il y a encore des choses qu'on a à apprendre. Et je pense que c'est pas, en tout cas, nous, le message qu'on va faire passer ici, c'est peut-être qu'il faut mettre de côté nos a priori par rapport à ces NFT, juste les considérer comme un outil, se dire comment je peux l'utiliser de la manière la plus good possible, en admettant que voilà, en admettant que l'énergie
d'un tweet ou l'énergie d'une diffusion de vidéo est une énergie acceptable à consommer pour financer quelque chose de plus global. On a terminé pour cette conférence, on peut répondre à vos questions. Ouais, peut-être on peut commencer par le commentaire que j'ai noté de Frédéric, qui nous disait monter un business de commercialisation de 10 000 avatars et reverser 10% à une ONG, ce n'est pas ce que j'appellerais les NFT au service de la RSE, j'appellerais ça plutôt du RSE washing. Ça, c'est un exemple, c'est une remarque hyper intéressante. Rien ne vous empêche, et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on recommande dans les projets véritablement good. 10%, certains projets décident de fixer ce montant-là. Vous pouvez complètement créer des projets qui sont à 100% sur ce que vous allez reverser, 80%, 90%. Donc, cette notion de washing ou en tout cas d'opportunisme, bien évidemment, elle doit être traitée. Et il y a une autre question aussi qui était évoquée sur le fait que c'était simplement un enjeu de communication. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important aussi de prendre en considération à la fois les impacts écologiques des blockchains sur lesquels on peut être impliqué et aussi la finalité. Ce qui est intéressant dans un projet NFT, c'est qu'il ne s'arrête pas à un instant T, il continue de vivre. Il est inscrit sur la blockchain pour toujours. Ouais, c'est un peu poétique. Mais en tout cas, il permet de continuer de s'échanger. Il peut continuer pendant toute la durée de sa vie à générer aussi des fonds et de l'engagement par rapport au projet initial. En fait, c'est ça qui, je pense, qui est vraiment important, c'est que on parle d'engagement dans la communication depuis 10 ans, de l'engagement de ses audiences, l'engagement des followers, etc. Quand vous faites partie d'un projet NFT, quand en tout cas vous avez les membres de la communauté, d'une communauté d'un projet NFT, lorsqu'ils s'engagent quelque part, oui, il y a un achat, mais il y a aussi le fait de inscrire sa participation dans la blockchain. Et cet engagement, si on a promis quelque chose, en tout cas à cette communauté-là, il faut le tenir. Et en fait, l'histoire, elle ne commence pas au moment où on a fait sa vente de 10 000 avatars, etc. Elle commence plutôt, l'engagement commence après. Mais je suis tout à fait d'accord. Il y a énormément, aujourd'hui, il y a énormément d'escroqueries. C'est un eldorado pour pas mal de faussaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une grande partie des projets sont un petit peu sont un peu ternis par voilà, ces mauvaises intentions. Il y a une question peut-être pour Jacques-André. Jacques-André, il y a une question dans le chat qui dit a-t-on une idée de la consommation d'énergie pour développer des projets NFT et les conséquences concrètes sur l'environnement? Est-ce qu'on se parle de pollution digitale? Est-ce que tu veux prendre cette question? Alors, oui, alors c'est ce que j'essayais d'aborder très rapidement dans le moment où je suis intervenu. Il faut vraiment faire la différence entre ces blockchains dites de première génération dont la sécurité dépend de la dépense énergétique. C'est le concept même, c'est la raison pour laquelle ces blockchains sont sécurisées. Je vais dire un gros mot, je vais parler de Bitcoin. Bitcoin est sécurisé parce qu'il y a une telle dépense énergétique qui empêche aujourd'hui à un attaquant d'inscrire de fausses transactions dans la blockchain parce qu'il faudrait qu'il mobilise plus d'énergie que celle qui est aujourd'hui utilisée pour valider les transactions. Aujourd'hui, on est à peu près à la 3e génération de blockchain qui ont, pour certaines, donc résolu changer ce mécanisme de consensus pour passer sur cette fameuse preuve de détention. Donc, je vous parlais c'est une sorte de séquestre. Certains nœuds du réseau qui valident les transactions, placent en séquestre un certain montant en crypto, et si jamais ils s'aventurent à essayer d'inscrire de fausses transactions dans le réseau, ils perdent leur séquestre. Donc, c'est une autre manière d'atteindre un mécanisme de consensus pour valider les transactions sur ce réseau. Et là, c'est la même dépense énergétique que l'informatique en général. Alors, c'est une autre question. Est-ce que vous avez un smartphone dans la poche? Est-ce qu'on utilise des ordinateurs? C'est ça la question à se poser. Il y a vraiment au moins deux, pour simplifier les choses, 2 types de blockchains différentes. Et si jamais, effectivement, on est dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, on aura plutôt tendance à vouloir utiliser une blockchain qui a un impact au carbone le plus neutre possible, plutôt qu'une blockchain de première génération. Et peut-être pour rebondir sur ce qui s'est passé avec le WWF,
Ils ont utilisé une blockchain qui s'appelle Polygon. Et Polygon, en fait, c'est une blockchain qui appelée une blockchain de deuxième couche qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. Et c'est là où ils se sont fait taper sur les doigts, parce que c'est bien de se focaliser uniquement sur la blockchain Polygon en elle-même. Mais comme les transactions sont également validées via la blockchain Ethereum, c'est là où ils se sont fait avoir. Voilà. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde le chat en même temps. Après, sur la critique de projet, je pense, pour rejoindre ce que dit Jacques-André, sur la critique de est-ce que c'est pas un non-sens de faire un projet NFT, même s'il est le moins énergivore possible pour financer une cause écologique, est-ce qu'on risque pas de se faire accuser de greenwashing, etc. C'est un peu la même critique qu'on tourne auprès des réalisateurs, par exemple, de demain, ou d'un film pro-écologie qui va être diffusé sur une plateforme numérique comme Amazon ou Netflix, quoi. Est-ce que ce coût énergétique vaut le fait de diffuser ce message largement ou non? Je ne sais pas, tu me dis si je me trompe, Jacques-André, c'est un peu ça, quoi. Non, en fait, c'est un peu… En tout cas, on ne peut pas vraiment répondre aux questions éthiques, mais en tout cas, c'est le prisme, je trouve, le prisme qu'amène Jacques-André qui est intéressant, permet quand même de faire la part des choses entre à partir de quand un projet coûte plus coûte plus en carbone que ce qui l'en sauve. Et puis après, littéralement, c'est NFT for good. Je pense qu'il faut appréhender ces initiatives comme étant une nouvelle manière de lever de l'argent dans l'économie du don et de la charité. C'est une autre manière d'y parvenir. Comme il existe d'autres manières de lever des fonds. C'est intéressant d'ailleurs la manière dont se sont emparées les organisations non gouvernementales ou organisations internationales dès 2015-2016. Hein, le MICEF s'est mis à accepter des dons en crypto, y compris Bitcoin. Donc c'est un nouveau canal de financement, et là de cause. C'est la manière de pouvoir assurer une continuité entre un don et dont on ne sait pas très bien toujours ce qui se passe avec ce don et ce qu'on en fait. Donc là, par l'obtention d'un NFT, dont d'ailleurs on pourra aussi prévoir un droit de suite, c'est-à-dire être capable de suivre les transactions de ce NFT au fur et à mesure de ces échanges entre différents acquéreurs, qui pourraient prévoir à l'intérieur du code un reversement automatique, par exemple, de X% lié à cette revente de NFT, à nouveau vers la cause à partir de laquelle il a été créé, vers une œuvre caritative ou charitable. On peut peut-être répondre à la question quelle est la différence entre faire partie d'un club? Ah oui, il y avait une question sur en quoi un NFT est différent d'une carte de membre classique. On le disait en fait en préambule, hein, la technologie NFT, c'est ce qui va permettre d'authentifier véritablement et de sécuriser le fait que vous faites partie d'un club parce que vous avez cette carte de membre. Donc c'est infalsifiable. C'est aussi ça l'avantage par rapport à ce point-là, c'est-à-dire que en étant possesseur de NFT, je prouve que de manière ultra sécurisée, je fais partie d'un groupe. Et puis, c'est aussi l'ancrage dans un groupe sur le très long terme, parce que je peux céder cette carte de membre, je peux la garder, je peux la vendre, je peux la racheter. Donc, elle vit pendant très longtemps. Céder à ton fils. Je peux la céder à mon fils, exactement. Et donc, faire partie de cette communauté, ça permet de l'authentifier de manière ultra sécurisé, sans avoir besoin de faire confiance à un tiers. Est-ce que il y a une question, peut-être, je ne sais pas, Jacques-André, si tu réponds. Est-ce que les NFT répondent-elles à un besoin réel que l'on ne sait pas traiter aujourd'hui autrement pour lever des fonds, soutenir une cause? Alors, le NFT en lui-même, il répond à cette problématique d'identifier un bien numérique de manière unique. Ça, on ne savait pas le faire. Enfin, jusqu'à l'invention du Bitcoin, on n'était pas capable de
transférer un actif numérique de pair à pair, c'était pas possible, on ne savait pas comment faire. Donc l'invention du Bitcoin, c'est vraiment une réponse à cette problématique de la double dépense qui permet d'effectuer des transactions en pair à pair sans passer par un intermédiaire. Le Bitcoin, c'est fongible, c'est-à-dire que si vous avez un Bitcoin ou un demi-Bitcoin et qu'on l'échange et que je l'échange avec quelqu'un d'autre, on aura toujours un demi-Bitcoin dans notre portefeuille. Un jeton non fongible, c'est pousser l'idée de ce token pour faire en sorte qu'il ne soit plus échangeable, qu'il soit justement non fongible. À partir de là, est en train de se développer la possibilité d'opérer le transfert d'un actif numérique sans passer par un intermédiaire. Donc oui, les NFT correspondent à une innovation majeure, tout particulièrement dans le domaine de l'art, même si, comme on a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre d'autres secteurs d'activité qui s'y intéressent aussi de plus en plus fortement. Et peut-être on prend une dernière question. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur le fait de se dire comment les NFT ou les blockchains peuvent être appliqués sur des segments ou des secteurs logistiques ou du luxe. Jacques-André, je ne sais pas si tu veux prendre la question. Oui, alors effectivement, il y a par exemple en France, il y a une boîte qui s'appelle Honest qui fait du transfert de NFT dans le cadre d'opérations de logistique. Donc on est très loin du milieu artistique. Ils font de la gestion logistique à l'origine. Par exemple, pour vous parler d'un cas très concret de gestion de chariot dans le domaine de la grande distribution, chaque chariot est associé à un NFT. Plutôt que pour savoir où se trouvent ces chariots, ils ont équipé les personnes en charge de ces opérations d'un portefeuille à l'intérieur duquel il y a un NFT qui correspond à chaque fois à ces fameux chariots. Et plutôt que de chercher à savoir où sont ce matériel, ils ont opéré un système qui permet de suivre les responsabilités entre les différents acteurs de cette chaîne de valeur, pour que lorsqu'une personne remet ce chariot à quelqu'un d'autre, il transfère en même temps le NFT associé. Donc, on parle de transfert de responsabilité. C'est à peu près le seul domaine où on souhaite se débarrasser de son NFT. Donc, on est très loin du monde de l'art. Mais je pense aussi, par exemple, aux initiatives qu'il existe dans le secteur automobile pour pouvoir associer un NFT à une automobile pour être capable ensuite de pouvoir inscrire au fur et à mesure de la vie du véhicule, indépendamment de sa revente après le premier acheteur auprès d'un constructeur, ce qui va se passer avec ce véhicule. Il y a des exemples qui ne sont pas cantonnés effectivement uniquement au monde de l'art. Super. Okay, super. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a pris l'ensemble des questions. Merci à tous d'avoir participé en tout cas à cette conférence. On espère qu'on a éclairci un certain nombre de points et qu'on a réussi à dépasser aussi les idées reçues qu'on peut avoir sur le sujet. En tout cas, on sera ravis avec vous d'en débattre si vous souhaitez continuer à échanger sur le sujet. Voilà. Merci à tous, c'était passionnant. Merci. Oui, merci beaucoup. André, d'avoir été avec nous pour cette conférence. Merci, bonne fin de journée. Bonne journée.